La première webcam 4K 60 au monde, on la doit à Elgato, elle est sortie en novembre 2022 et depuis aucune autre marque n'a su sortir un produit de ce calibre. Du coup, la deuxième webcam capable de sortir de la 4K à 60 fps au monde, c'est encore une Elgato, c'est la Facecam 4K, donc on va voir un petit peu ce qu'elle vaut, on verra aussi surtout la fonctionnalité qui rend cette webcam vraiment unique. Alors cette vidéo est sponsorisée par Elgato, mais évidemment, vous me connaissez, je compte bien vous livrer un avis sincère, comme d'habitude, donc avec les points forts et les points faibles. Après, pour être honnête, si j'ai accepté de tester cette cam en particulier, c'est parce que je sais d'avance que ce sera de la bonne cam, cette cam. Vous l'avez ? Alors on va commencer avec les caractéristiques techniques. Donc en ce qui concerne le capteur, on est sur un Sony Starvis 2 de 1 sur 1,8 pouces. C'est la même taille que la précédente Facecam Pro, avec cette fois-ci donc la V2 qui propose par ailleurs une plage dynamique élevée plus large, donc en gros du HDR, enfin. Et à titre de comparaison, une Facecam MK2 dispose d'un capteur de 1 sur 2,5 pouces. Et sur la plupart des webcams 1080p du marché, généralement, c'est encore plus petit avec du quart de pouce. En ce qui concerne la lentille, on est sur une Elgato Prime, en verre, traité anti-reflet, avec une distance focale de 21 mm en équivalent plein format, pour ceux à qui ça parle, avec un angle de vision allant jusqu'à 90 degrés, c'est quand même plutôt pas mal. En ce qui concerne le focus, il n'y a pas d'autofocus, comme sur la petite Facecam MK2, et contrairement donc à la Facecam Pro, donc ici on a un focus fixe entre 30 et 120 cm en 4K, et entre 25 cm et l'infini en 1080p. C'est un parti pris, on en reparlera. L'ouverture est à f sur 4.0, alors c'est curieusement moins ouvert que sur la Facecam Pro qui était à f sur 2, et également moins que la Facecam de base qui est à f sur 2.4. Donc à voir si le capteur Starvis 2 permet de compenser cette différence. Au niveau des résolutions, ça peut monter jusqu'en 2160p à 60 fps et en 4K à 30 fps avec le HDR. Avec évidemment toutes les définitions inférieures également disponibles bien sûr, et donc la vidéo non compressée est disponible jusqu'au 4K 30 ou 1440p 60, là où la Facecam Pro se limitait au 1080p 60. La connectique est de type USB-C 3.0 avec un câble fourni et donc USB-C vers USB-C, c'est requis pour la 4K 60 mais aussi pour le HDR. Et en 2.0 il faudra se contenter du 1080p 60 au mieux. Et une compatibilité avec les filtres de 49 mm de diamètre qu'on peut visser directement sur l'objectif, on y reviendra aussi. Bon alors c'est bien joli tout ça, mais ça vaut quoi? Eh bien voyons ça avec un premier test en laissant tout en automatique. Donc on a ici de la 4K UHD native, donc une définition de 3840 par 2160 pixels, et un framerate à 60 images par seconde. Le résultat en full auto est bon, les couleurs sont pas mal. Si on compare avec une autre webcam 4K 30 cette fois, on voit quand même le bénéfice des 60 fps de la Facecam 4K. Framerate qui est par ailleurs plutôt stable à condition d'avoir évidemment assez de lumière et ou de bons réglages d'exposition. Quant au fait qu'il n'y ait pas d'autofocus, je le disais juste avant, c'est un avantage mais aussi un inconvénient. C'est un avantage parce que du coup il n'y aura pas de pompage du focus permanent, ça sera toujours net, à condition évidemment de rester dans la plage optimale, et au passage ça permet de réduire aussi le coût final du produit, tout comme l'absence de micro dont on se passe allègrement, c'est toujours ça de prix. En revanche, si on sort de cette fameuse plage, évidemment le sujet deviendra moins net, voire flou, que ce soit en se rapprochant ou en s'éloignant de la cam. Conclusion, le focus fixe c'est parfait pour une streameuse ou un streamer qui sera pile dans la zone de focus, mais ça exclut des scénarios un petit peu plus originaux. C'est un choix, donc c'est à vous de voir si vous pouvez faire avec, si vous voulez montrer des produits en gros plan ou juste rester dans une position fixe. Donc là on était en full automatique, on va maintenant tester avec des réglages manuels et pour ça on va utiliser le logiciel Elgato Camera Hub qu'on peut télécharger sur le site Elgato. Alors déjà on peut vérifier que le firmware de la cam est bien à jour, En général au branchement on a une proposition de mise à jour si besoin. Ensuite on a tout ce qui est contrôle du zoom et du cadrage. Vous notez que le zoom monte jusqu'à 400%, alors c'est un zoom numérique évidemment, c'est pas un zoom optique, mais en partant d'une image en 4K, ça reste quand même relativement propre je trouve. On peut définir des pré-réglages de zoom et de cadrage en jouant avec les curseurs, et pour enregistrer, il suffit de rester le clic gauche enfoncé sur l'un des 4 presets, ce qui permet de passer de l'un à l'autre en un seul clic. On peut évidemment également ajuster le contraste et la saturation, classique, personnellement je préfère m'occuper d'abord de l'exposition. Donc là depuis le début j'utilise l'exposition automatique, mais c'est pas forcément la meilleure option. Là, pour m'éclairer, j'utilise principalement une keylight Elgato et un panneau LED déporté sur ma gauche, donc je vais pouvoir ajuster l'exposition à la main en jouant aussi sur l'ISO et le temps de pause. Alors notez qu'en mode automatique, les valeurs actuelles sont indiquées, ça peut servir éventuellement de base pour les réglages manuels. Et là, je vais tout simplement essayer de trouver un compromis pour avoir des réglages propres. Alors, ça prend quelques secondes, le temps de tout ajuster et on pourra ensuite passer au reste. Donc pour la balance des blancs, même astuce, on peut partir de la valeur indiquée par la balance automatique et ajuster ensuite.
Et l'avantage de régler la balance des blancs en manuel, c'est qu'on n'aura pas de grosses variations si jamais l'image devient un peu plus claire ou plus sombre. Donc moi perso, je règle de telle sorte que j'ai une teinte de peau qui me paraît être au plus proche de la réalité. Et enfin, vous pouvez régler la fréquence pour limiter les phénomènes de scintillement, donc là ça dépend de là où vous êtes, et vous pouvez tester les deux rapidement avec l'exposition en automatique. Et on a aussi une option de réduction de bruit. Et alors là, personnellement, je la trouve limite indispensable. Parce que même avec un éclairage correct, voire puissant, il subsiste pas mal de bruit numérique. Cela dit, un simple réglage faible de réduction de bruit, et voilà une image déjà plus clean, et c'est suffisant, il n'y a pas besoin de pousser la réduction de bruit au maximum. Petit retour ensuite sur le contraste, la saturation, éventuellement sur la netteté, et après quelques ajustements fins, j'obtiens un rendu convenable, et si on compare avec le rendu automatique, on constate qu'on a un petit peu amélioré les choses, c'est subtil mais c'est aussi surtout très stable. Et l'idéal, c'est quand même d'activer le HDR. Et pour ça, il faut repasser à 30 fps en 4K, donc on va perdre en fluidité, mais on va gagner en qualité de rendu, à mon sens. Donc c'est un choix à faire, on en reparlera aussi un petit peu après. Et dernier point concernant les réglages, comme sur les autres webcams de la famille, la Facecam 4K dispose d'une option pour sauvegarder tous les réglages. C'est une option qui est vraiment devenue indispensable de nos jours et qui permet donc d'avoir tous les réglages d'office quand on ajoute la cam dans OBS, Zoom, Google Meet, etc. Et en ce qui concerne les fameux filtres, alors c'est une des nouveautés introduites aussi avec la Facecam 4K. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce type de filtre est parfois utilisé en photo ou en vidéo et ça permet de modifier le rendu d'une caméra. Et bien la Facecam 4K est compatible avec des filtres d'un diamètre de 49 mm qu'on peut donc visser sur l'objectif. Ces filtres sont vendus séparément, mais ça se trouve relativement facilement dans le commerce, il n'y a pas de problème. Et ils permettent quand même de faire pas mal de choses. On trouve par exemple des filtres pour améliorer le contraste, pour ajouter un voile sur l'image, ou encore le fameux filtre polarizer en CPL qui pourra intéresser les streamers puisqu'il permet de réduire les reflets sur les surfaces brillantes, donc typiquement les reflets sur les lunettes. Donc ça c'est vraiment sympa. On a aussi des filtres pour donner un effet en étoile sur les sources lumineuses, avec un certain nombre de branches au choix, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup. On a même des filtres de type macro qui permettent de faire en gros la même chose qu'un zoom optique, puisque ce sont littéralement des lentilles en fait. Alors avec un focus fixe, c'est un petit peu inutile, mais c'est surtout pour vous montrer qu'il existe un très grand nombre de filtres et que c'est typiquement le genre d'accessoire susceptible d'intéresser les créateurs de contenu. Alors pour pousser les tests, j'ai voulu comparer le rendu avec celui d'un appareil photo. J'ai donc utilisé mon Fuji X-T30, c'est celui qui me sert actuellement de webcam pour mes streams. Ce dernier a évidemment et sans surprise un meilleur rendu global, il n'y a rien d'anormal ici. Cela dit, avec les réglages manuels sur la Facecam 4K, on obtient un rendu qui n'est pas forcément non plus à des années-lumière de l'appareil photo qui, pour info, a quand même coûté à l'époque plus de 6 fois le prix actuel de la Facecam 4K. Et si j'insiste sur ça, c'est parce que je vois encore aujourd'hui beaucoup de streamers débutants qui veulent absolument la meilleure cam et sont prêts à dépenser des centaines d'euros dans un appareil photo, là où une simple webcam a un énorme avantage, c'est le plug and play. Là, dès lors qu'on a un port USB-C sur le PC, on branche, ça marche de suite, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit, c'est reconnu tout de suite par Windows, par OBS, et au besoin, on peut utiliser un adaptateur USB-C vers USB-A, ça marche aussi, et la 4K60 passe sans problème. Alors que pour utiliser un appareil photo en tant que webcam, il devra déjà pouvoir rester allumé sans se mettre en veille, il faudra pouvoir supprimer les informations lors de l'affichage HDMI, le fameux Clean HDMI, et une fois qu'on a vérifié ça, parce que tous les appareils ne permettent pas de le faire, il faudra acheter ensuite une batterie factice pour l'alimenter en continu, une carte d'acquisition type Camlink 4K, et un câble supplémentaire, généralement HDMI vers micro HDMI. Tout ça sans compter le prix de l'appareil, donc à celles et ceux qui pensent encore que 200 balles pour une webcam c'est trop cher, et déjà c'est quand même la seule webcam au monde avec sa devancière à proposer de la 4K60, et encore une fois, tout dépend de ce que vous cherchez. Donc en ce qui concerne les 60 fps, justement, on peut se poser la même question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à avoir 60 fps sur une webcam? Sur une caméra, ok, mais sur une webcam? Et là, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a ceux qui préfèrent le rendu cinématique à 24 fps, par exemple, voire 30 fps, et il y a ceux qui cherchent absolument la fluidité, donc 60 fps, pour du contenu de type vlog, par exemple. Donc il faudra vraiment bien réfléchir. Moi par exemple, à part cette vidéo qui est à 60 fps, j'exporte habituellement sur YouTube à 30 fps. Bon, ça permet de réduire le débit par 2, donc la taille des vidéos, et j'estime qu'il n'y aurait pas vraiment de plus-value à proposer des tutoriels à 60 fps. Je suis pas en train de vous faire une démonstration de gameplay, donc 30, ça suffit largement. Toujours est-il que si on se posait déjà la question pour la Facecam Pro, on se la pose d'autant plus avec la Facecam 4K, parce qu'elle a un autre avantage de taille, c'est son prix. À 199,99€ au lancement, donc 200€, on est quasiment à la moitié du prix de la précédente Facecam Pro, qui est encore aujourd'hui proposée à 350€.
Ça nous fait donc le ticket d'entrée le moins cher existant pour une webcam 4K 60. On ne trouve pas mieux aujourd'hui. Ou alors, vous ne voulez pas les 60 fps. Mais même dans ce cas, le placement tarifaire est quand même plutôt bon, là où la concurrence propose des tarifs similaires pour de la 4K à seulement 30 fps, avec la Hubspot Meet 2, la Tiny 2 ou la Insta360 Link 2, qui sont toutes au même prix. Ou encore la Razer Kyo Pro Ultra, qui est certes très bonne, mais toujours à 350 €. Et oui, on a des fonctionnalités sympas sur certains modèles, comme le fameux PTZ, mais on peut faire grosso modo la même chose via Camera Hub et associer le tout au Stream Deck. Parce que c'est vrai que je le détaille pas, mais on peut évidemment contrôler Camera Hub avec un Stream Deck. On reste dans l'environnement conçu par Elgato, donc encore une fois, Elgato frappe fort. Et la concurrence n'aura d'autre choix que de s'adapter tôt ou tard, parce que là, à 200 €, sponsor ou pas, on peut rester objectif et dire que cette cam est quand même hyper intéressante pour son prix. Alors je vais quand même mettre un gros bémol sur ce produit, parce que oui, une webcam 4K 60 à ce prix, c'est incroyable, oui, la possibilité de visser des filtres, c'est top, mais ça reste une webcam limitée par sa connectique USB. C'est pas une caméra sur laquelle on pourrait mettre une carte SD pour enregistrer, ou la prendre et la déplacer à l'autre bout de la pièce. Du coup, les filtres sur une webcam, est-ce que c'est vraiment utile ça aussi? Donc voilà, je pose la question. Et idem pour les 60 fps. L'éternel débat. Du coup, c'est peut-être davantage une caméra qu'une webcam, mais dans ce cas, c'est dommage d'avoir opté pour un focus fixe, ça limite trop les configurations possibles. Donc non, ce n'est pas une caméra, c'est bel et bien une webcam USB qui propose de la 4K 60 avec en option des filtres de diamètre 49 mm qui ne seront probablement pas exploités à leur plein potentiel. Du coup, à quand une action cam portable pour les live IRL, Elgato? J'en prends une palette. Donc voilà mon avis sur la Facecam 4K de chez Elgato. C'est un bon produit, plutôt abordable vu ses caractéristiques. J'insiste une dernière fois sur la 4K 60. Alors le focus fixe, c'est un choix. Les filtres, c'est du bonus. Et le prix, c'est le dernier gros point fort de cette webcam qui propose un très bon rendu, que je trouve à titre personnel meilleur en HDR, ce qui fait malheureusement perdre les 60 fps en 4K. Mais l'option est là, voilà, contrairement à ce que propose la concurrence, donc c'est malgré tout une solution envisageable pour les créateurs de contenu, que ce soit pour le streaming ou pour des vidéos YouTube. Et si vous voulez tirer le meilleur de votre webcam, je vous montre comment bien aborder les réglages dans cette vidéo, qui est notamment adaptée à la Facecam 4K. Et nous on se retrouve très vite, et d'ici là, bon stream.